Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live métier My Future. Moi je suis Marion, je me présente, je suis animatrice chez My Future. Et My Future, c'est quoi? C'est une start-up sociale qui aide les jeunes entre 14 et 24 ans avec leur orientation, qui les met en contact avec tout simplement le monde professionnel. Aujourd'hui, on est ici dans le cadre du programme Industrie des possibles et je serai pendant ce live donc avec Camille De Paul qui travaille, je suis navrée, petit contretemps, qui travaille en tant que manager foncier et environnement. Camille, bonjour. Bonjour Marion. Comment ça va? Prêt à faire ce live ensemble? Bien sûr, même si je ne vois pas les gens hormis vous, on va se débrouiller pour que ça se passe bien. Ok, bah, super. Bah, on va pouvoir commencer ensemble, lentement mais sûrement. Alors, on aime bien, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, en quoi votre métier consiste, on aime bien procéder comme si vous expliquiez à votre grand-mère. Est-ce que en quelques phrases, en quelques mots, vous pouvez nous résumer votre métier? Bien sûr, donc je travaille dans le monde des carrières, les carrières de sable et gravier. Vous savez que pour construire euh, tous les bâtiments, toutes les infrastructures qui nous entourent, on a besoin de matériaux pour construire une maison, pour construire un hôpital, pour construire des routes, des trottoirs. Il faut des matériaux. Les matériaux de base, c'est le sable et les graviers. Et donc, je travaille dans un groupe qui fabrique ces matériaux. Et mon rôle en tant que manager foncier et environnement, c'est d'obtenir les autorisations d'exploiter les carrières pour que mes collègues puissent, eux, assurer l'exploitation et puis la vente des matériaux. D'accord, ok, mais c'est hyper clair. On va pouvoir regarder un petit peu plus en détail. Donc, en quoi consiste ton métier? Voilà, on a essayé d'isoler quatre grands points, quatre grands aspects en fait relatifs à ce métier-là. Donc, par exemple, un premier point, c'est la connaissance du marché et de la géologie. Alors, bien entendu, puisque les marchés, c'est assez simple à comprendre, hein. Où est-ce qu'on construit dans les villes, dans les centres urbains? Donc, Mhm. c'est là que les matériaux sont nécessaires. Par contre, on sait aussi que les carrières, elles ne se trouvent pas en ville, elles se trouvent aux alentours, dans des zones plus rurales. Donc, il faut à la fois connaître le marché, le besoin de la collectivité, mais il faut aussi avoir des notions de géologie parce que les matériaux qu'on exploite, qui peuvent être de différents types, on y reviendra sans doute, on exploite aussi bien des roches meubles, donc c'est du sable, hein, du sable souvent mélangé avec des graviers et de l'argile, comme on peut en D'accord. trouver par exemple au bord de la plage, et puis de la roche massive, du calcaire ou d'autres matériaux durs, comme de la roche de montagne, pour prendre une image simple, qu'il faut là exploiter différemment avec de l'explosif et puis des concasseurs. Donc, ce sont les deux grands types de roches. Et évidemment, ça ne sert à rien d'aller faire une carrière là où il n'y a pas de matériaux, là où la géologie n'est pas adéquate avec les, les matériaux qu'on cherche. D'accord. Ok, bah c'est hyper clair. Je vous rappelle juste, si vous avez des questions pour les personnes qui nous regardent, des questions, des observations, des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et voilà, on les adressera à Camille. Camille, une autre partie de ce métier-là, c'est approcher les parties tenantes. Qu'est-ce qu'il y a Les sous... parties prenantes, Marion, les parties prenantes. Donc, quand vous avez identifié une zone, un secteur, un matériau qui pourrait être intéressant, ben, vous êtes chez quelqu'un, hein. En France, dans notre pays, chaque mètre carré de terrain appartient à quelqu'un et c'est bien ainsi. Donc, il faut approcher le ou les propriétaires concernés pour leur faire part du projet. Il faut aussi approcher la mairie parce que en France, on ne fait rien sans l'aval de nos élus locaux, hein, qui sont Mhm. le premier échelon de la démocratie et qui sont absolument indispensables. Et puis, après, il y a tous les services de l'État qui, eux, vont s'assurer que
que l'étude d'impact qui sera à faire après prenne bien en compte tous les paramètres, la faune et la flore, le paysage, l'hydrogéologie, l'hydraulique, etc., etc. Donc, tous les aspects soient traités. Donc, les parties prenantes, c'est vraiment ce côté très, très relationnel qui est très important, puisque spontanément, quand on parle de faire une carrière, eh bien, on ne peut pas dire qu'on soit accueilli les bras ouverts. Mais je peux vous assurer que quand je vais voir ces mêmes élus pour leur dire qu'on va la fermer, la carrière, très souvent, ils ne veulent plus qu'on parte. Donc, c'est important de mettre en lien des élus qui ont une exploitation depuis longtemps sur leur commune et des élus et des propriétaires, là où on a un projet, pour qu'ils fassent mieux connaissance et que tous les a priori puissent être levés. D'accord, ok. Donc il y a un rôle quand même aussi de mise en De lien. mise en relation. Ok. Montage des dossiers ICPE. Qu'est-ce que Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est les dossiers ICPE? Alors, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. C'est la réglementation en France à laquelle nous sommes assujettis. Donc, ICPE, ça veut dire installation classée pour la protection de l'environnement. Donc, toutes les activités industrielles au sens large sont classées ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, avec des rubriques différentes et des obligations différentes. Donc, nous, on est une catégorie de ces installations classées pour la protection de l'environnement, et donc on doit monter un dossier en rapport avec notre rubrique, qui est la 2510 pour les spécialistes, mais peu importe, ça c'est pas important à retenir. Et donc, on va travailler avec des bureaux d'études. Alors aujourd'hui, il n'y a plus un bureau d'études qui va pouvoir tout faire tellement c'est devenu pointu dans beaucoup de domaines, mais on va avoir un bureau d'études généraliste, qu'on va appeler un bureau d'études assemblier, et puis on va prendre des compétences là où on en a besoin, donc des spécialistes des animaux et des plantes pour identifier la faune et la flore sur le terrain, des spécialistes du paysage, des spécialistes de l'eau, des spécialistes du bruit, etc., pour pouvoir monter un dossier d'étude d'impact complet. D'accord, ok. Oui, on ne se rend pas compte en fait qu'il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Enfin, c'est logique en fait maintenant que c'est dit, mais c'est vrai qu'on ne se doute pas forcément de tout ce qu'il y a derrière. Et donc, il y a aussi l'élément suivi des prescriptions environnementales et suivi relationnel. Bien sûr, puisque une fois qu'on a obtenu l'autorisation d'exploiter, au bout de 5 à 6 ans, c'est la moyenne quand tout va bien, pour obtenir une autorisation. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas se décourager, parce que si on se décourage à la première difficulté, on ne va jamais au bout. Mais une fois que le préfet vous a donné l'autorisation d'exploiter, il a sorti cette autorisation de toute une série de prescriptions. Vous ne pouvez pas travailler en dehors de cet horaire-là, vous ne pouvez pas consommer plus d'eau que ce volume-là, vous devez déplacer telle ou telle espèce protégée ou au contraire la contourner, etc., etc. Donc, il doit y avoir tout un suivi après l'autorisation, tout un suivi du bon déroulement de toutes ces prescriptions. Et bien sûr, quand vous avez convaincu les propriétaires et la mairie du bien fondé de votre projet, ce n'est pas parce que vous avez obtenu l'autorisation qu'il faut disparaître dans la nature et aller ailleurs. Il y a aussi, et c'est bien la moindre des choses, le fait d'assurer le suivi relationnel et de garder un contact étroit avec les élus locaux, avec les propriétaires des terrains concernés. Ok. Alors, du coup, on a des questions qui sont arrivées. Donc, merci beaucoup pour les questions qui ont été posées. On a Zora qui nous demande comment est-ce qu'on identifie une zone? Une zone potentiellement exploitable. Alors, c'est une très bonne question. Il existe en France des cartes géologiques qui vont nous donner une première indication qui est souvent relativement imprécise, une première indication de la géologie du terrain. On sait par exemple qu'au bord des cours d'eau, on va trouver des matériaux dits alluvionnaires. Ce sont des grains de sable, des grains de roche qui ont été érodés par le temps dans les millénaires qui nous ont précédés et qui ont été charriés par le cours d'eau. Bon, ça, c'est des grands principes. On sait qu'en montagne, on va trouver des matériaux plus durs. C'est la base. Mais après, pour identifier avec précision la qualité du gisement et surtout ce qu'on appelle, nous, sa puissance, en fait, sa puissance, ça veut dire son épaisseur, eh bien, on va faire des sondages.
Et ça, on travaille avec des géologues, bien sûr, dont c'est le métier. On va faire des sondages et les sondages vont être différents si on est dans de la roche meuble que dans la roche massive. Je prends une seconde pour expliquer ça parce que c'est très parlant. Dans la roche meuble, faire des sondages, c'est très facile. Hein. Quand les matériaux sont sableux, vous utilisez comme un tire-bouchon, hein, on appelle ça une tarière, vous faites un trou comme un tire-bouchon, vous tirez et vous voyez très facilement les matériaux. Quand vous êtes dans la roche dure, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut faire ce qu'on appelle des carottages. Donc, on fait des carottes, on sort la carotte et on peut voir l'épaisseur de découverte, l'épaisseur de gisement et faire des essais de sa qualité, de sa dureté, de sa résistance au gel, de sa résistance à l'abrasion, etc. Et puis, on va voir quand on arrive au fond du gisement. On verra accessoirement également à quelle profondeur se trouve la nappe phréatique, qui est toujours un enjeu important puisqu'il n'est pas question hein, d'avoir des conséquences négatives pour une nappe phréatique. Ok, oui, ça a du sens. On a Béjean qui nous demande, alors je pense que ça a déjà été un peu dit, mais pour repréciser, qu'est-ce que veut dire ICPE dans le dossier Ça ICPE? veut dire installation classée pour la protection de l'environnement et j'invite Béjean à taper tout simplement sur Internet rubrique ICPE et il verra toutes les installations qui dépendent de cette réglementation et toute l'activité industrielle dépend de cette réglementation. Un agriculteur qui veut faire un poulailler ou une porcherie ou un hangar va dépendre de cette réglementation-là. Les éoliennes de cette réglementation, que sais-je, toutes les activités dites Céveso, donc la pétrochimie, etc., dépendent de cette réglementation. Donc, c'est vraiment une façon qu'a eu la France de classer par rubrique toutes les activités. Et en fonction du seuil, je vous donne un exemple lié à nous. Par exemple, une toute petite carrière très provisoire va être dans un seuil ICPE inférieur à une très grosse carrière qui va durer longtemps, où on va juger qu'il y a besoin de faire plus d'études et prendre plus de précautions sur un gros site que sur un petit. C'est simplement une façon de classer les activités en fonction de leur impact potentiel et de leur éventuelle dangerosité. En tout cas, merci beaucoup Camille, c'est très clair. On va regarder des détails un petit peu plus pratiques, un petit peu plus triviaux sur ce métier justement. Alors, j'imagine avec toutes ces études à faire, tous ces sites, que tu as des déplacements pro ou alors pas du tout? Ah ben, bien sûr que si. On ne peut pas, aujourd'hui, l'Internet fait beaucoup, mais on ne remplace jamais le contact humain. Je ne prendrai jamais un premier contact avec un propriétaire sans aller me déplacer chez lui pour le rencontrer, de la même façon avec les élus locaux. Donc, évidemment, il y a beaucoup de déplacements et c'est normal. Et ce sont des déplacements dans des zones rurales, hein, puisqu'on va là où sont les projets. Et donc, ce n'est pas des déplacements en train ou en avion, ce sont des déplacements avec un véhicule pour aller dans la commune, au plus près du terrain. Donc, c'est régulier, c'est plusieurs fois par semaine. Alors, est-ce que je travaille seul ou en équipe? Évidemment que je travaille avec une équipe. Déjà, on l'a vu tout à l'heure, j'ai besoin de m'entourer de spécialistes qui sont des sous-traitants. Et puis, j'ai des collègues qui s'occupent de services exploitation. Et j'ai des collègues qui s'occupent du service commercial. On est 3 services. Le mien, foncier environnement. L'exploitation qui va s'occuper de tout le travail au quotidien sur les carrières avec le personnel de production. Et puis, tous mes collègues du commerce qui vont assurer la vente des matériaux. Donc, bien sûr qu'on travaille en équipe. Et au niveau justement d'une semaine type, est-ce que ça va être des horaires classiques ou est-ce qu'il t'arrive de travailler en soirée, les week-ends? Alors, moi, j'ai cette grande chance de ne pas avoir de semaine type. Chaque semaine est différente hein, en fonction de l'évolution des projets. On emmène bien sûr plusieurs de front. Et puis, est-ce que je travaille le soir et les week-ends? Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais j'ai à côté, parallèlement à mon activité professionnelle dont je viens de vous parler, à vos souhaits. Merci. Je suis moi-même élu local parce que j'ai trouvé par mon métier tout l'intérêt de s'impliquer dans la vie locale. Et donc, je suis aujourd'hui maire de ma commune, président d'un syndicat de production d'eau. Et donc, bien sûr que je jongle avec le soir et les week-ends parce que ça
ça me passionne, mais ce n'est pas directement lié à mon travail Oui. de salarié, c'est en plus, en parallèle. D'accord. Ah oui, ça doit faire des semaines quand même assez, denses et assez intenses. Assez passionnant. Mais tant qu'il y a la passion, en tout cas, je pense que c'est le plus important. Au niveau du relationnel, par rapport justement à ces équipes, à ces différentes personnes, ces différents prestataires, avec lesquels tu peux interagir, comment est-ce que tu définirais, le relationnel que tu as instauré? Mais pour moi, le relationnel, c'est se mettre toujours au niveau de la personne, oui, au même niveau que la personne avec laquelle on doit échanger. Et je peux prendre deux exemples qui peuvent arriver dans la même journée. Je peux très bien être le matin, vous voyez, dans une exploitation agricole avec des bottes pour discuter avec un agriculteur d'un éventuel accord pour exploiter ses terrains, et lui, il va avoir des inquiétudes. Je vais y répondre, lui expliquer exactement comment ça va se passer, exactement comment va se passer sa rémunération. Et puis, je peux être l'après-midi dans le bureau du préfet, où là, ça va être plutôt de la moquette épaisse. Et on va discuter avec le préfet du dernier bouclage du projet et de la façon dont pourra être rédigé son arrêté d'autorisation. Donc, voilà, le relationnel, il est extrêmement large. J'ai aussi, évidemment, beaucoup d'échanges avec les associations de l'environnement qui sont toujours inquiètes et Oui, qui souhaitent avoir des réponses sur leurs inquiétudes, et c'est bien légitime. Et donc, dans ce cas-là, d'abord, je m'assure que ce sont des associations, des interlocuteurs qui ont vraiment envie de discuter. Parce que oui. quand il y a l'envie de dialogue, on arrive toujours à s'expliquer, à s'ajuster et à ce que tout le monde soit satisfait. Mais j'ai aussi parfois affaire à des associations ou à des personnes qui représentent ces associations qui n'ont pas envie de discuter, qui sont contre par principe, il faudrait ne plus construire, il faudrait ne plus, voilà, oui, ne plus construire. Donc, pour eux, il ne faut pas qu'il y ait de carrière. Bon, dans ce cas-là, que voulez-vous faire? C'est difficile de discuter avec ces personnes. Oui, bah, oui, j'imagine. Et du coup, au niveau de l'environnement de travail, j'imagine que ça doit osciller entre, être, en bureau et être, à l'extérieur puisque Tout forcément à les fait. carrières, c'est de l'extérieur? Absolument. Mmh. Et c'est principalement de l'extérieur ou il y a un c'est Alors, pour moi, non. Pour moi, c'est principalement du bureau, des réunions, du travail en intérieur, mais pour pas mal de mes collègues, et on en parlera peut-être tout à l'heure lors des échanges, c'est sûr que la production, elle se passe principalement à l'extérieur, même si je crois qu'il y a beaucoup d'images qu'il faudrait remettre en question. Aujourd'hui, on a des engins très bien amortis, très bien climatisés, très confortables, très silencieux. Mais c'est sûr qu'une carrière, c'est aussi à l'extérieur. ouais. Alors moi, je voulais savoir au quotidien, bah, qu'est-ce que ça t'apporte? Et je pense que tu peux nous parler, aussi, de tes fonctions, bah, de mère, c'était ça? D'élu, oui, d'élu. D'élu, oui. Eh bien, qu'est-ce que ça m'apporte? Ben, je trouve que à la fois mon métier et mes mandats d'élus locaux sont assez complémentaires, et que ce qui est intéressant dans mon métier, de mon point de vue, c'est que c'est très concret. Quand vous dessinez un projet, que vous envisagez la façon d'exploiter et surtout la façon de remettre en état après l'exploitation, c'est-à-dire que vous présentez, c'est une obligation de toute façon, un projet pour le terrain après remise en état, après exploitation. Il peut être divers, il peut être une remise en état agricole, il peut être une zone à vocation écologique pour développer la biodiversité, etc. Et que vous voyez quelques années plus tard que ce que vous avez imaginé, ce que vous avez dessiné, voit le jour, et que vous restituez à une commune, à un propriétaire des terrains comme vous aviez dit 10 ans plus tôt que vous allez le faire, eh ben, je trouve que c'est assez gratifiant. Ouais, j'imagine. Et du coup, ça t'apporte beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a aussi, des aspects, bah, moins positifs?
Des aspects moins positifs, je dirais qu'il y a toujours une sorte de pression liée au fait que si je n'arrive pas à obtenir les autorisations pour lesquelles je travaille parfois pendant des années et qui n'arrivent pas au bout parce que à un moment, lors de l'enquête publique, par exemple, il y a une levée de bouclier que je n'avais pas vu venir. Bon, en général, ça ne se passe pas comme ça, mais ça peut toujours arriver. La conséquence, c'est que mes collègues n'ont plus de travail. Hein, c'est que le site doit fermer si je n'ai pas obtenu, par exemple, le renouvellement de l'autorisation d'exploiter, si je n'ai pas obtenu l'extension souhaitée. Eh bien, la conséquence, c'est que mes collègues qui sont souvent peu mobiles, hein, parce que les ouvriers sur les carrières, on ne va pas leur dire, bah, écoutez, la carrière ferme, il y en a une autre à 200 km, allez-y. Donc, la conséquence, c'est qu'éventuellement, ils n'ont plus de travail. Donc, il y a ce côté-là, ce côté aussi de toujours avoir en tête que ce que je fais, je le fais aussi pour mes collègues pour assurer la pérennité de leur emploi. Oui. Oui, c'est un aspect assez important à prendre en compte. Juste une petite question comme ça, au niveau des langues, est-ce que tu es amené à parler d'autres langues que le français? Alors, heureusement non, parce que je ne suis pas très brillant en langue, et donc j'invite tous ceux qui écoutent le chat à ne pas négliger les langues, l'anglais en particulier, parce que dans le monde du travail d'aujourd'hui, c'est vraiment indispensable, et ce n'est pas un de mes points forts, mais heureusement, mon travail ne nécessite pas trop les langues, même si maintenant au sein du groupe, moi je suis dans un groupe international, la langue de travail, la langue pour faire les comptes rendus, c'est l'anglais. Je me débrouille, mais ce n'est pas un de mes points forts. D'accord. En tout cas, merci, pour ton honnêteté et pour ce conseil. On va le voir, tout de suite, mais on a Lima qui nous demande quelles sont les études à faire pour arriver à ce métier. Donc on va le voir tout de suite après et on a Béjean qui nous demande: «Est-ce que selon toi, c'est un domaine qui peut garantir l'avenir d'un jeune?» Je pense au niveau de l'employabilité, du développement et cetera. Alors, c'est deux questions très différentes. On les traite une après l'autre. Oui, alors pour le parcours, de toute façon, on va regarder bien en détail ton parcours. Donc, je pense on va pouvoir regarder ça tout de suite après. On Peut-être peut peut-être répondre à cette question-là tout de suite et puis je répondrai à Béjean après. ouais, ok. Donc, on va commencer à regarder ton parcours et tu nous diras si c'est un parcours classique ou s'il y a d'autres possibilités pour arriver au même point. Très bien. Je crois que c'est la slide suivante. Donc, je n'oublie pas la question de Béjean, mais tout d'abord sur les études et mon parcours. Moi, j'ai un parcours très atypique puisque je suis né, j'ai grandi en Belgique. Hein, j'étais belge jusqu'à une dizaine d'années, uniquement belge. Maintenant, j'ai les deux nationalités. Et j'ai fait des études d'ingénieur agronome en Belgique avant d'arriver en France au début des années 2000. Donc, quand je suis arrivé en France, je ne connaissais rien au marché du travail, je n'avais pas de réseau, pas de relations particulières, mais j'arrivais dans le monde du travail. Et donc, mon premier travail n'avait pas grand-chose à voir, même si finalement ça peut avoir un lien. J'étais banquier pour une grande banque que tout le monde connaît, qui s'appelle BNP Paribas, et j'avais un portefeuille de clients agriculteurs. À l'époque, les banques cherchaient, justement, les agriculteurs étaient un peu tous au Crédit Agricole, et les banques cherchaient des gens qui avaient une bonne connaissance des cycles agricoles et qui pouvaient parler à cette clientèle-là pour la développer. Parce que les banques, je ne vais pas rentrer dans le détail, je crois que ce n'est pas le sujet de ce matin, mais les banques avaient bien noté le côté rentable et sûr de travailler avec des agriculteurs, parce qu'on peut facilement comprendre que quand quelqu'un vient demander à une banque de l'argent pour financer un kebab, un magasin de kebab ou que sais-je, au bout de quelques mois, il peut avoir tout dépensé, avoir fait faillite et disparaître. Un agriculteur, quand il finance des terres, eh bien, les terres, elles vont rester, il ne peut pas partir avec. Il a souvent beaucoup de patrimoine et donc c'est une clientèle intéressante pour les banques. Donc, j'ai fait 3 ans dans la banque, mais je me suis assez vite rendu compte que ce métier, même s'il était très intéressant et très formateur, il n'était pas fait pour moi parce que j'avais l'impression au quotidien de financer les projets des autres et d'aider les autres à faire leurs projets. Et j'avais envie de mener les miens.
Donc, D'accord. j'ai fait une reconversion professionnelle en 2005, après 3 ans d'expérience professionnelle, même si je suis un peu reparti à zéro, même si j'ai un petit peu perdu financièrement sur le coup. J'ai pris une autre direction professionnelle qui me convient beaucoup mieux, hein, D'accord. et qui est beaucoup plus concrète à mes yeux. D'accord et donc tu es en je vois que tu as envoyé des candidatures dans des métiers qui étaient en adéquation, avec tes aspirations, professionnelles. Donc est-ce qu'il y a eu une période comme ça où tu n'étais pas employé et tu essayais de candidater pour des métiers plus importants? Ou tu es passé d'une branche à une autre? Tu cherchais pendant que tu étais à la banque et après tu as trouvé et tu es parti de la banque? Ben, c'est ça. J'ai profité d'un été, d'une période de vacances où je me suis un petit peu remis en question. J'étais encore très jeune, hein, je n'avais que 20, je sais pas, 27 ans, quelque chose comme ça. Je me suis dit que c'était peut-être le moment, sans attendre, de réfléchir à autre chose. Donc, j'ai envoyé quelques candidatures. Il y avait déjà Internet, hein. J'ai envoyé quelques candidatures et puis je suis reparti dans mon travail comme avant. Et c'est quelques mois plus tard, ça a mis quelques mois, j'ai été appelé. Une entreprise, donc celle dans laquelle je suis toujours aujourd'hui, m'a fait confiance, même si je n'avais aucune connaissance du monde des carrières. Je n'avais aucune connaissance de la réglementation française. J'ai fait mes études en Belgique. Je pense qu'ils m'ont fait confiance sur ma vision du métier, qui était en adéquation avec leurs attentes, sur mon projet professionnel. Ils ont accepté de me faire confiance et je pense qu'ils ne le regrettent pas puisque plus de 15 ans après, j'y suis. Oui, c'est ça, tu y es toujours et donc tu n'as pas directement accédé à ton poste, tu as pris d'autres postes et tu as évolué au sein de l'entreprise? Ah ben tout à fait. Au départ, j'étais dans l'équipe, j'étais ce qu'on appelle responsable foncier. Donc j'étais dans l'équipe avec un responsable du service foncier environnement. Et aujourd'hui, c'est moi le responsable du service. Félicitations et peut-être, bah, du coup, pour répondre à la question sur un parcours, plus typique qui pourrait mener, à cet, ensemble de métiers, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu observes toi, dans ton environnement de travail? Alors, je dirais que enfin, il y a deux approches. Si c'est pour venir dans le monde des carriers, il y a plein de métiers différents, hein, les métiers liés au commerce, à l'exploitation au quotidien, à la maintenance, etc. Donc, il y a beaucoup de métiers. Pour faire celui que je fais, mais je dirais qu'il est tellement atypique qu'il y a beaucoup de portes d'entrée. Il y a des gens qui font le même métier que moi, qui sont des juristes. Il y en a d'autres qui sont des géologues. D'accord. Donc, vous voyez, il y a plusieurs portes d'entrée. Je pense que la caractéristique pour faire mon métier de façon satisfaisante, c'est justement d'avoir un bon relationnel, d'avoir un peu de connaissances dans beaucoup de domaines sans avoir besoin d'être spécialiste de quelque chose, hein. Des spécialistes, on fait appel à eux quand on en a besoin. On ne peut pas être spécialiste de tout. Nous, on est plutôt des généralistes avec une bonne culture générale, voilà, une bonne connaissance et un bon relationnel généraliste. D'accord, OK. Bon, bah, c'est très, très clair. On peut Et peut-être revenir à la question de… oui, oui, donc je la repose, si jamais. Est-ce que c'est un domaine qui peut garantir l'avenir d'un jeune? Alors, je répondrai que on est un métier qui évolue considérablement, comme tout d'ailleurs, comme toute la société, comme toutes les attentes, et le Covid nous l'a encore montré. Et quand j'ai commencé cette activité il y a 15 ans, on ne parlait quasiment pas de recyclage. Aujourd'hui, le recyclage, donc la récupération et la remise sur le marché de matériaux de déconstruction de bâtiments est en train de prendre de plus en plus de place. Donc, on est dans un métier qui évolue beaucoup par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on continuera à construire dans les années qui viennent, ne fût-ce même que pour remplacer des bâtiments qui ont mal vieilli, pour répondre à des besoins nouveaux, parce que la façon de construire il y a 50 ans n'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc, il y aura toujours besoin de matériaux, mais le métier va changer. Et il Mmh. change déjà. Quand je suis arrivé il y a 15 ans, à mes collègues de l'exploitation, on leur demandait de produire le maximum
avec, le moins possible d'argent, quoi, de capitaux, c'est-à-dire d'optimiser la production. Aujourd'hui, mes collègues qui sont sur les carrières, on leur demande d'être très attentifs à certains oiseaux, par exemple, typiques des carrières, et donc de savoir comment les protéger et de connaître la façon d'exploiter qui permettra de ne pas déranger leur cycle de reproduction. On va leur demander également de déplacer des espèces protégées et d'assurer le réaménagement du site. Donc, vous voyez, ce qui n'était que de la production hier est aujourd'hui beaucoup imbriqué avec de l'environnement. Donc, le métier va continuer à changer, mais je peux vous assurer qu'il y a des places pour les jeunes, que dans notre métier, comme je pense dans beaucoup d'autres, on cherche des gens qui ont envie de travailler, des gens qui ont envie de se poser des questions. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de problème. Et ben, c'est très encourageant en tout cas. Et par rapport à ton parcours, comme il y a eu une reconversion, il y a eu des changements, des virages, on a Mourad Wewe qui nous demande, c'est dur de se reconvertir après avoir déjà fait des études? Alors, Mourad, moi j'ai fait des études, comme je disais, d'ingénieur agro, plutôt spécialisé dans l'aménagement du territoire. Donc, je dirais que c'est plutôt mon passage dans la banque qui n'était pas prévu au départ, mais qui m'a permis d'avoir un premier emploi, alors que je ne connaissais rien. Donc, j'ai été là où on avait besoin de profils comme moi. On m'a choisi plutôt que c'est moi qui ai choisi pour faire peut-être une analogie. Donc, est-ce que c'est dur de se reconvertir? Je vais te dire que oui, c'est pas simple. Quand au bout de 3 ans, j'avais une vraie expérience de la banque, je suis reparti de zéro, c'est-à-dire qu'on m'a bien fait comprendre que je n'avais aucune connaissance, aucune légitimité dans ce nouveau métier, alors que j'avais déjà eu l'occasion d'accompagner des jeunes qui arrivaient dans la banque. Oui, c'est pas évident, mais après, il faut poser des questions, il faut être humble, c'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver en terrain conquis. Les collègues qui sont là depuis longtemps, ils ont une expérience professionnelle, ils ont un passé. On peut venir avec des nouvelles idées, mais il ne faut jamais négliger ou mépriser ceux qui sont là depuis longtemps. Et s'ils ont une façon de travailler qui n'est pas celle qu'on imagine, ils ont certainement une bonne raison de travailler comme ça. Donc, oui, se reconvertir, c'est une vraie remise en question. Bon, j'étais encore jeune, je pouvais le faire. Aujourd'hui, je crois que ce serait plus dur. Oui, mais il y a toujours une possibilité, je pense, de se reconvertir si on se découvre une réelle passion et que voilà, on a une réelle envie. Bien sûr, et puis il y a toujours un lien. Vous voyez, je travaillais avec des agriculteurs dans mon métier de banquier. Je travaille toujours avec des agriculteurs aujourd'hui qui sont en général les propriétaires des terrains qui nous intéressent le plus souvent. Donc, il y a quand même un lien. Hein. Donc, je pense qu'on peut se reconvertir toujours en s'appuyant sur des connaissances qu'on a acquises soit dans ses études, soit dans ses précédentes missions. Bien sûr. Alors, on a 2 questions de Béjean qui nous demandent, premièrement, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce domaine? Et c'est intéressant, est-ce que les personnes à mobilité réduite peuvent intégrer ce domaine? Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce domaine? Sur les carrières, clairement, non, même si ça commence à changer. Pendant longtemps, c'est resté un métier très masculin, la conduite d'engin, etc. Alors, l'agent de bascule, là, est beaucoup plus souvent une femme. Donc, la personne qui accueille le client à l'entrée du site, qui le charge, qui lui remet son bon, etc. Donc, ça c'est plus souvent des femmes. Après, dans les bureaux, c'est plus équilibré. Et par exemple, dans mon métier de responsable foncier environnement, oui, on est largement à la parité. D'accord, c'est intéressant. Et pour les personnes à mobilité réduite? Et pour les personnes à mobilité réduite, eh bien, une fois de plus, il y a des métiers qui vont être très adaptés. Un agent de bascule peut tout à fait être à mobilité réduite, une secrétaire commerciale également, voire même quelqu'un qui fait mon travail. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui conduit des engins au quotidien, un chargeur ou une pelle d'extraction,
Bon, là, c'est Un peu plus plus complexe. compliqué, mais comme je vous disais, il y a une diversité de métiers. On a des gens dans les laboratoires qui analysent la qualité des matériaux. On a des juristes. On a un service communication. Donc, oui, comme toutes les entreprises, on a eu une part de gens qui ont une mobilité réduite et c'est faisable, mais pour certains postes plus que pour d'autres. D'accord. Mais c'est très clair. Alors on va, jouer à un petit, jeu, ensemble, qu'on aime bien appeler le jeu du CV ou le jeu du recruteur. Donc, je suis, recruteuse pour, le poste que tu occupes actuellement et tu vas m'expliquer, Camille, pourquoi, avec, tes qualités, tes compétences, pourquoi tu penses être particulièrement, qualifiée pour, obtenir, le poste que tu occupes? Alors, dans un premier temps, tu as un bon relationnel? Voilà, mais on en parlait tout à l'heure, hein, une faculté de parler, de m'adapter avec tout le monde. Et je constate quand même au quotidien, et notamment dans ma vie d'élu, qu'il y a des gens qui ont du mal à échanger, à parler, parfois juste avec leurs voisins, Mmh. qui ne font pas l'effort d'essayer de le comprendre. Souvent, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un d'autre, par exemple avec son voisin, tout simplement, son camarade de classe, enfin que sais-je, c'est parce qu'on ne l'a pas compris et que c'est important de faire l'effort de se dire pourquoi la personne qui ne réagit pas comme moi ou qui ne réagit pas comme je voudrais qu'elle réagisse ne le fait pas. Et en creusant, je ne dis pas qu'on y arrive chaque fois, mais le plus souvent, par le dialogue, on arrive à comprendre pourquoi une personne dit non alors qu'on voudrait qu'elle dise oui. Par Mmh. exemple, pour exploiter la parcelle de l'agriculteur Intel, il me dit non, moi vous comprenez, je veux pas de carrière chez moi. Quand il dit je veux pas de carrière chez moi, en fait il y a autre chose qu'il veut dire. Il veut dire je suis pas intéressé par l'argent. Il va dire ça me fait peur au niveau du bruit. Voilà, il faut comprendre Mmh. et je crois que ça c'est vraiment un atout que j'ai depuis toujours, c'est cette capacité à aller plus loin qu'un premier non ou une première approche un petit peu rugueuse dans un échange, mais vraiment de comprendre, de prendre le temps de comprendre son interlocuteur. Mmh. Il y a aussi l'élément, une bonne culture générale. En quoi ça te sert? En quoi c'est important? Eh bien, parce que quand on va évoquer un projet, on va parler fiscalité, on va parler assolement, parce que ça va avoir des impacts sur l'exploitation du propriétaire, on va parler faune-flore, on va parler de règles juridiques. Mmh. Donc, voilà, il faut une culture générale pour ne pas être complètement à la rue, si vous me passez l'expression, à la ramasse, dans un domaine. Hein. Il ne faut pas donner l'impression qu'on ne sait pas. Il n'y a rien de pire que de donner l'impression qu'on ne sait pas. On peut dire, j'ai besoin de me renseigner, votre question est spécifique, je vais me renseigner pour avoir une réponse très affinée. Ça, on peut le dire et la personne l'entendra. Mais si vous donnez l'impression que vous êtes complètement à la ramasse dans un domaine, ça ne fait pas très sérieux, Oui, c'est pas très engageant, quoi. pas très engageant. Et au niveau de la curiosité, pourquoi est-ce que c'est important d'être curieux ou curieuse, selon toi? Eh bien, là aussi, on a un petit peu parlé dans la réponse à une question tout à l'heure, c'est que tout change extrêmement vite, mais vraiment, vraiment de plus en plus vite dans notre métier. Et donc, si on n'est pas curieux de ce qui se fait, de ce que font les concurrents, des nouvelles attentes de la société, par exemple, quand on fait des remises en état aujourd'hui, c'est plus les mêmes attentes que les remises en état qui se faisaient il y a 30 ans. Si on n'est pas capable de s'adapter, qu'on reste sûr de soi, de sa façon de travailler parce qu'on a toujours fait, on se dit que c'est forcément bien parce qu'on a toujours fait comme ça, eh bien non, il faut sans arrêt être curieux de ce qui se passe autour de nous et se remettre en question et ne pas rester enfermé dans des certitudes qui D'accord, ne sont bah, jamais. c'est Je vais prendre juste un exemple par rapport à mon métier. Pendant des années, on nous demandait, quand on avait exploité une carrière, de remettre en état à vocation écologique. Donc, de faire des zones humides, des zones pour développer la faune et la flore, ce qui marchait très bien. Aujourd'hui, on nous demande beaucoup de restituer des terres agricoles. C'est-à-dire que quand on consomme un hectare à l'agriculture, on le rende à l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, on est très sensible
à la préservation des emprises agricoles. Voilà, c'est un exemple tout simple, je pourrais en donner bien d'autres, mais les attentes changent et il faut s'y adapter sans cesse. Oui, mais ça a beaucoup de sens. Merci Camille de t'être prêtée au jeu du CV du recruteur. On va regarder les clichés qui sont attenants à ton métier, au domaine dans lequel tu évolues. Premier cliché, une carrière est une activité polluante. Alors, il y en aura peut-être d'autres, des clichés que vous recevrez dans le chat et je me ferai dans toute la mesure du possible, plaisir d'y répondre. Mais très souvent, dans l'imaginaire collectif, une carrière, c'est un trou. Quand on a fini, quand le carrière a fini d'exploiter, eh bien, on y met ce qu'on ne veut plus, donc tout simplement des déchets pour le reboucher quand on le rebouche, parce que parfois ça reste un trou. Alors, c'est ce qui s'est passé pendant des années, soyons clairs, jusque dans les années 60, 70. C'était comme ça, avant que la réglementation vienne encadrer tout ça. Aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à faire visiter nos sites, à organiser des journées portes ouvertes pour montrer comment on travaille en amont, pendant l'exploitation, toutes les précautions qui sont prises, comment il y a une vraie technicité dans la remise en état avec beaucoup de génie écologique, c'est très pointu, et comment on assure le respect dans toujours le triptyque éviter, réduire, compenser, c'est-à-dire que tous les impacts potentiels, on essaie de les éviter. Si on ne peut pas les éviter, on les réduit. Et ce qui reste, on le compense. C'est toujours la logique qu'on a. Et je me rends compte que quand on fait visiter nos carrières, quand les gens se déplacent et viennent, ils repartent toujours transformés en disant « mais oui, je n'imaginais pas du tout qu'une carrière, c'était ça ». Et donc, si je pouvais faire passer un message, c'est je vous invite à aller, si c'est un domaine qui vous intéresse, aller visiter une carrière proche de chez vous lorsqu'ils organisent une manifestation. C'est toujours très instructif. Alors, par exemple, moi, je suis en région parisienne. Est-ce qu'il y a des carrières pas trop loin de chez moi que je pourrais visiter pour me rendre Alors, compte? c'est sûr que la région parisienne, c'est un cas un petit peu spécifique puisqu'il n'y a plus de carrière à Paris depuis bien longtemps. Les matériaux, ils viennent en immense majorité par la Seine, soit par l'aval, donc du côté de la vallée jusqu'à Rouen, hein, soit en amont, hein, vers la Seine-et-Marne, etc. Donc, il faudra plutôt suivre la Seine à l'amont ou à l'aval pour trouver des carrières de production. Par contre, ce que vous pouvez trouver en Île-de-France et à Paris, ce sont des plateformes de regroupement de matériaux. Les matériaux arrivent par péniche, par barge, pour éviter une noria de camions. Mais je ne savais même pas que c'était par l'eau. Je pensais que c'était par la terre, apportée par des camions, justement, et je trouve ça hyper intéressant Non. que ce soit par la Seine. Les camions, ils sont indispensables quand vous êtes dans des petites villes, quand vous êtes à la campagne, quand vous n'avez pas de cours d'eau. Mais quand on le peut, et c'est bien moins impactant en termes d'émissions de CO2 et de consommation d'énergie, on les amène par barge. Et typiquement, l'Île-de-France est approvisionnée via la Seine. Et donc, en bord de Seine, si vous êtes attentif, vous verrez des plateformes avec des tas de sable, de gravier, qui sont en fait des zones de regroupement puisqu'on n'extrait plus à Paris, mais qu'il y a des besoins comme ailleurs. Et donc, voilà, il va falloir s'éloigner un peu de Paris si vous voulez visiter une carrière. Avec grand plaisir. Avec tout ce que tu nous as expliqué, ça a l'air très intéressant et enrichissant, même juste au niveau de la culture et de la compréhension de comment tout ça fonctionne. Donc non, tu as éveillé une curiosité, en tout cas en moi, j'espère aussi en les personnes qui nous regardent. On a un second cliché par rapport à ton métier, par rapport à ce domaine. Travailler dans une carrière, c'est dur, en tout cas physiquement. Alors, comme je disais tout à l'heure, le métier, il a beaucoup évolué. Le temps de la pioche et de la brouette est bien sûr révolu. De même que le temps des pelles à câbles qui vibraient, qui faisaient beaucoup de bruit, qui étaient très inconfortables. Aujourd'hui, même si c'est un métier où on est en partie dehors, parce que bien sûr que parfois il y a un petit peu de maintenance, on parlait de déplacement d'espèces protégées, etc. On est quand même
dans des conditions que je trouve très confortables, avec des engins très bien amortis, comme je disais tout à l'heure, très bien climatisés, très silencieux. Et donc, bon, je ne connais pas la vie d'un ouvrier agricole, par exemple, mais je pense que c'est bien moins dur physiquement que de travailler, par exemple, dans l'agriculture, à la vendange, à la récolte de pommes ou que sais-je. Je pense qu'aujourd'hui, on a des outils très performants qui permettent de travailler en préservant toutes ces, voilà, tous ces muscles. On n'est pas mis à rude épreuve, quoi. Il ne faut pas imaginer que cette bagne, bien au contraire. Oui, c'est physiquement supportable et Mais faisable. plus que supportable, c'est physiquement confortable. Confortable. D'accord. Mais alors, merci beaucoup pour tous ces points qu'on a abordés ensemble. Voilà, on a vu un petit peu plus en quoi consistait ton métier à toi, le fonctionnement d'une carrière, typiquement, le relationnel que tu pouvais avoir, le parcours que tu as eu, les compétences qui étaient selon toi nécessaires à ton travail. Et enfin, on a défait les clichés qui étaient attenants. Maintenant, je te propose d'adresser, si tu le souhaites, peut-être un message aux personnes qui nous regardent, des conseils si tu en as, ou peut-être même une anecdote que tu voudrais nous raconter. C'est à toi si tu le souhaites. Bah, écoutez, moi, je n'ai pas de message spécifique, si ce n'est que je pense qu'on est tous différents. On a tous des souhaits, des envies, des priorités dans le monde professionnel. La vie professionnelle, elle est longue, elle est forcément un rebondissement, hein. Le temps où on rentrait dans une entreprise ou dans une usine à 20 ans et puis qu'on en ressortait à 60, je pense qu'il est révolu pour tout le monde. Ouais. Donc, je crois qu'il faut faire ce qu'on aime et arriver à convaincre son entourage. Parfois, c'est juste ses parents, quand on est très jeune, hein, qui imaginent qu'on est fait pour un métier. Je pense que en fait, c'est en soi qu'on a l'envie et qu'il faut… voilà, alors c'est peut-être facile à dire, hein, moi je suis un peu plus âgé, je préférerais donc plutôt répondre à des questions, mais il faut faire ce qu'on a envie de faire parce que comme ça, tous les jours, c'est un plaisir de se lever et d'aller travailler, même si ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas de soucis, hein. Et puis, il faut convaincre parfois, pas se bloquer quand on fait face à un refus, quand on fait face à un non. Si on est persuadé qu'on a une envie de faire quelque chose, je suis sûr qu'il y a une place dans le monde professionnel pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de faire. Bah, c'est très bien dit. Je pense qu'on peut conclure sur ce beau message et sur voilà, cette belle parole assez inspirante. Et j'espère pour les personnes qui nous regardent, notamment les plus jeunes d'entre nous, voilà, que ça vous inspirera, que ça vous motivera pour votre vie future. En tout cas, merci beaucoup Camille d'avoir été avec nous pendant ce live, de nous avoir ouvert au monde des carrières, au monde de la construction et aussi au monde des élus locaux. On précise quand même, c'est important et c'est une partie intégrante de ta vie. Voilà, si ce live métier industrie vous a plu, eh bien, sachez que le suivant est tout à l'heure à 11 heures. Donc, ce sera avec la région Normandie. Et voilà, on pourra encore une fois se pencher sur différents métiers de l'industrie et passer 45 minutes à 1 heure ensemble. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous connecter. Je tenais aussi à remercier la production Solal que vous ne pouvez pas voir mais qui est à la régie et qui a permis que ce live se déroule sans encombre et avec une fluidité vraiment très appréciable. Et puis voilà, je vous remercie pour avoir suivi ce live. Je vous dis à tout à l'heure pour les personnes qui viendront se connecter et je vous dis au revoir et à bientôt pour les personnes qui nous laissent ici. Merci beaucoup. Merci encore Camille. Bonne Et journée à tous. Au merci. revoir. Bonne journée.